Au début, c'était des gosses qui jouaient sur les playgrounds, les poches vides, entraînés fiers de notre. Tu sais pas où t'es? T'inquiète, t'y es. Faflarage, AKH. Mais ici pour nous c'était chômage et carrière. Je traînais avec Tu me fais remonter les souvenirs dès que tu dis radio éphémère, ça me rappelle des grands moments, des grands moments de vadrouille dans Toulouse, parce que j'ai fait l'inauguration à l'époque où le studio était près des Minimes là-bas. C'est ça, ouais. Voilà. Ah, t'as fait l'inauguration là-bas? Ok. Je suis un ancien, on dirait pas comme ça, mais je suis ancien. Ah ouais, si, ouais. Combien ça te fait? 42 piges? 42. Ça, ouais. Alors le concept du Love New York à la base, ça devait être juste une tape en fait avec une pochette noire, c'est ça, enfin des samples non crédités, tout ça. Et vous avez dû enlever donc, des samples à cause des droits, pour faire un album officiel. Enfin, vraiment. Donc, comment ça s'est passé en fait, comment s'est passé ce travail-là? Le travail des samples a été très simple. On a vu la facture arriver, on a dit ok, on va lever des samples. C'est le drame de notre musique aujourd'hui pour moi. Maintenant surtout. C'est vraiment l'art du sampling n'est pas du tout crédité comme vraiment une musique talent, à part entière. un art, une musique à part entière. Les droits qui sont demandés sont exorbitants, même nous en tant qu'indépendants. Ce qui tue le rap, qui tue une certaine forme du rap et qui oblige des personnes à composer. Enfin, moi je compose, Faf compose, mais des fois on n'a pas envie. Moi j'aime le son du sample, j'aime les micros de l'époque, j'aime le craquement du vinyle, j'aime les voix, les petites voix de l'époque derrière. Et ce qui est demandé, c'est abusé. Alors le paradoxe, il est qu'on te présente des factures de 10 000 $ quand tu utilises des samples et après toi tu as tes morceaux en téléchargement gratuit sur internet. C'est un gros problème, ou alors quand il y a des gens de la variété qui reprennent Bob Dylan et qui changent de mesure, on leur demande rien. Quand John Williams il reprend la marche funèbre de Chopin, qu'il inverse les notes, qui prend pam 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 pam, qui fait le thème de Dark Vador en faisant pam 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 pam, même des coupes notes inversées. Non, c'est à la tête du client quoi. C'est surtout le problème, il est surtout sur notre musique et il faudra arriver à avoir des conventions et des accords sur le sampling, que le sampling soit reconnu comme un art et que les gens soit ils disent non, mais du moment où ils disent oui, ils n'aient pas des demandes exorbitantes. Ouais, je pense que nous de la France aussi, ils nous voient venir de loin. Je te le dis. Et déjà, puis ils se cassaient les dents et James Bond et tout ça à l'époque. Ils avaient des factures. Ben nous, avec James Bond, on n'a pas eu le problème. Mais parce qu'on a fait sa première partie et qu'ils nous connaissaient. Donc quand on a tiré James Bond, ça s'est plutôt bien passé pour nous. Mais effectivement, si on avait fait cet album-là avec que des samples dedans, c'est pas viable. Alors tu es d'une génération qui a grandi justement avec le rap US, contrairement à la nouvelle, qui a grandi plus avec le rap français. Donc tu as vécu aussi à New York, 86, 87, c'est ça? Ouais, 90, tu t'appelles Chill à l'époque. Pendant 2-3 ans. J'ai passé 2 ans et demi, ouais. Et donc tu as rencontré toute la crème des futures légendes du hip-hop, c'était Rakim et tout ça. Ouais. Est-ce que tu as côtoyé justement tous les gars comme Silver Fox, Red Village, Melly Mel, Dougie Fresh, Ouais, Bundy, tout ça? Je suis arrivé à la période où ils commençaient eux-mêmes à sortir. Ouais. C'était déjà les anciens. C'était déjà les anciens du rap. Donc quand j'allais au club comme le Roxy, l'Union Square ou le Latin Quarter Club, c'était la fin. Alors j'ai eu des discussions mémorables avec Melly Mel, qui était quelqu'un qui était très présent. J'ai eu une discussion qui a été coupée par DJ Keops et qui me dit demande-lui s'il vend ses vinyles. Donc bon, et une négociation entre Keops et Melly Mel pour que Keops le brassait pour lui acheter les vinyles qu'il avait chez lui. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens de cette époque-là, mais surtout la génération qui va faire que le rap va exploser, c'est-à-dire les Kool G Rap, les Rakim, les Big Daddy Kane, en fait, tous ces artistes de cette génération-là. Kool G Rap était très influencé par aussi justement Silver Fox et tout ça aussi. Ouais, même toutes les phases en fait, beaucoup de phases de Kool G Rap ou Daddy Kane ou d'autres gars en fait, ils ont été inspirés beaucoup par Silver. Sauf que eux, ils ont amené vraiment le silence et la pause dans le rap, chose qui existait beaucoup moins dans le rap de la génération précédente, qui remplissait ses flots avec beaucoup plus de syllabes.
l'arrivée de J-Rap et de Rakim surtout. Rakim a réellement changé. En fait, Rakim, ça a été le gros changement. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé, il était produit par Marley Marl, et Marley Marl a samplé dès 86. Donc, voilà, tu avais des morceaux qui tournaient, donc Jazzy Jeff et Fresh Prince, Parents Don't Understand, tu vois, avec programmé à la ligne drum, avec un flow qui faisait nanana. D'un coup, tu entends un truc à la SP12 et un mec qui fait I came at the door, I said it before, I never let the mic magnetize me no more. C'était j'ai la première fois où j'ai entendu le disque et j'ai fait Je suis allé direct en récupérer un, test pressing, et je l'ai fait signer, je l'ai toujours. C'est le seul vraiment vinyle de l'époque que j'ai gardé. J'avais The Bridge en test pressing, mais Keops me l'a. Et il y avait Scott LaRock encore vivant en plus. Hein. Scott LaRock était vivant, j'avais connu. Scott LaRock, j'étais à son enterrement. Ah ouais. Donc c'était vraiment quelqu'un qui était très différent de KRS-One. KRS-One à l'époque était beaucoup plus sauvage que Scott, qui était posé. C'était un travailleur social, Scott. Donc la manière de se rencontrer, c'est bizarre, peu de gens le savent, mais en fait Scott il travaillait dans les shelters dans le Bronx, et les abris où les gens qui n'avaient pas forcément d'abri, et comme KRS-One était issu d'une famille compliquée et que son père le mettait très souvent à la porte et qu'il dormait dehors et tout, Scott LaRock qui était l'éducateur, Ils se sont rencontrés et en KRS-One, foyer. voilà. Donc c'est pour ça que je pense que KRS-One a été très touché, c'est qu'en fait c'est en quelque sorte son mentor qui est mort. Je me rappelle, ils étaient avec leur cousin D-Nice. Moi je me rappelle comme si c'était hier, du coup de fil qui arrive à la maison et qui nous dit, parce que Red Alert était avec moi. C'est vrai que ça avait fait grand bruit à l'époque, Scott LaRock, quand je me rappelle. Tout le monde en parlait, enfin, dans le milieu hip-hop, en France même, on en parlait. Quoi. Maintenant, il était totalement oublié. Écoute, l'enterrement musical était particulièrement émouvant puisqu'il s'est passé dans un club à New York et il y avait les micros qui étaient montés, les platines, il y avait leurs morceaux qui tournaient, la scène était pleine de fleurs, comme s'ils allaient jouer quoi. Et ils jouaient leur Criminal Minded et dans la salle il y avait énormément de filles, il y avait des cris. J'ai encore j'ai les frissons, tu vois, quand je revois la scène des filles qui s'évanouissaient, enfin c'était un moment très difficile. Au vu de la personnalité, c'était quelqu'un qui était très aimé. Okay. Et toute la scène de Trenton, Izzy, Power Teachers, ça vous avez côtoyé un peu? J'ai pas côtoyé, mais écoutez, Power Teachers, on a écouté à Bure. Hein. L'art de comment utiliser la SP12. Power Teachers. Les prods allaient démonter dans prod. Et même dans YZ c'est le même genre de son. YZ J-Rock, I Mean Control of Things, c'est un morceau qui nous a énormément marqué, hein, avec le sample de Mayara Barnes. Et toute la West, Workers Breaking Crew, tout ça, Arabian Prince, ça vous a inspiré aussi, Fila Fresh Crew, tout ça. Non, tu veux dire l'époque où Dr. Dre était en tenue argentée. MC Hammer. Ouais, la pochette. J'ai Surgery, tout ça. J'arrête, j'ai fait exprès pour le faire rigoler. À cette époque, il y avait quand même la guerre, c'est-à-dire que nous, on était quand même très New York à fond. Très Team Dog. Ouais, quand Team Dog arrivait plus tard, on était tous avec lui, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque même de Workers Crew, tout ça, les premiers trucs de Dre, même de NWA. Ouais, mais Eazy, il a sorti des trucs avant NWA. Eazy, il y avait un titre, je crois, qui s'appelait Radio. Radio était super, qui était mortel. Mais c'est vrai que, par exemple, moi j'ai commencé à écouter NWA, vraiment j'ai commencé à m'y intéresser de près avec 100 Miles and Running. Et eux, ils validaient pas quoi. Moi j'ai écouté Los Angeles avant NWA. Voilà, World-Class Wrecking Crew, voilà, exactement. J'ai écouté et puis après à partir de NWA j'ai arrêté d'écouter parce que les vidéos où les mecs couraient et qui se faisaient rattraper par les flics, ça m'intéressait pas. Et pourtant le son était très proche de New York quand même. Hein. Non, pareil mais moins bien. Et c'était plus le côté gangsta. Ouais, moi ça me saoulait. Mais pourtant t'es fan de Squeezie. Ouais. Attends, il a fait Gangsta Book. Mais alors, Squeezie. Ouais, mais Squeezie. Le premier, si tu comprends bien. De Mobstyle. Alors, si tu écoutes bien Squeezie et que tu écoutes NWA, tu sais qui fait quoi. Moi, je suis bilingue, je comprends bien les paroles et à l'intonation de la voix et à la manière de se comporter, de se prononcer.
Tu sais qu'il y a NWA et il y a Schooly D. Et Schooly D, il était particulièrement connu pour être pas commode et réellement ce qu'il disait être dans ses paroles. Il y a des mecs comme ça, il y a des mecs comme personne ne faisait chier, même ça arrive encore aujourd'hui. Hein. Il y a des mecs comme Benny Siegel, personne n'emmerde. Hein. Il y a des mecs comme Sean Price, personne ne les fait chier. Hein. Et pareil, à l'époque Justice, j'ai vu le hip-hop new-yorkais au garde à vous quand il rentrait en boîte. Il faisait peur à tout le monde. Il y a Easy Faison aussi, de Montana. Lui c'était le vrai AZ, qui avait repris le AZ Faison, le parent, Black, tout ça à l'époque. Mais Easy en même temps c'était un gros dealer. Mais c'était. Ouais, il était connu. D'ailleurs je sais même pas s'il n'est pas sur la photo de la pochette d'Eric Bierakim. Mais ça a été un des premiers à vendre des tapes en fait du camion, enfin des voitures, qui a été repris par la baie, par le SARS, tout ça. Comme là-bas c'était Easy. Il y a toujours eu des groupes un peu durs qui faisaient pas de publicité autour, mais tout le monde savait que par exemple aussi à Almighty RSO à Boston, personne ne les embêtait. Il y avait des groupes comme ça qui étaient parfaitement connus. Alors moi j'écoutais Schooly D, je préférais le son de Schooly D, j'accrochais moins à NWA. Par contre parallèlement à ça m'arrivait d'écouter Skim Team qui était de la côte de Divan Styler de la côte ouest. Alors que j'écoutais pas forcément le rap de. Il y avait Pierre, il y avait Tweedy Boardlock, vous avez fait Fox House Bronx et tout ça, Fake Miami et tout ça. Pas ces trucs-là. Tweedy Boardlock, c'était un des membres c'était les Bloods and Crips en fait de l'époque. Tout l'univers du rap. Non, mais ça c'est une ville qui est transparente. Je sais pas de quoi il parle. La Regarde, t'as jamais écouté trop, la Bob Funk, Mike Mosley, pas ceux-là. Sam Bostic. Pas ceux-là, moi j'écoute ceux qui sont de là-bas qui font un rap qui ressemble au rap de New York. Moi c'est De Farai, Evidence, Strong Arm Steady, Crondon. Et à Philly, il y avait Cool C aussi. Hustlers aussi, dans le même style. Steady B qui a pris Prison à vie. Il a appris le cœur d'amour, Cool C, tout ce qui est arrivé, tout ça. Et il y a Steady B aussi qui a Steady B, il a pris Perpète. Perpète, ouais. Philadelphie, Steady B. Cool C, en fait, il avait tué une meuf, quoi, en fait, dans un braquage, une histoire de fou. Sympa. Par contre, le morceau de Steady B, Bring the Beat Back, c'était un méga hit. Mais là, il fait The Ghetto, l'album. Et tout ce qui est Gogo, Washington, ça t'as écouté un petit peu là, de Chuck Brown? Ouais, Chuck Brown, j'aimais bien. J'aimais bien, mais c'est très proche de la soul, donc ça me plaisait. Et en soul, tout ce qui est Willie Hutch, Bobby Lomax, tout ce genre de trucs. Ah ouais, monsieur. Ça, c'est en permanence, je peux te dire, dans ma voiture, il y a presque plus de soul que de rap. Alors t'écoutes quoi en soul? Moi, en soul, c'est les grands classiques de Curtis Mayfield, Marvin Gaye. Après, il y a des tas de groupes qui me plaisent, c'est-à-dire tout ce qu'a produit Stax, je me régale. Tout ce qu'il y a sur le label Invictus aussi, c'est, tu vois, les Freda Payne, les 8 Day. J'adore aussi William Bell. Voilà, il y a des tas d'artistes de soul qui me plaisent énormément. On parle un peu de l'album We Love New York. Allez. Parce que c'est un hommage, bien sûr, on l'a compris, vous le dites vous-même dans l'intro de l'album. C'est un hommage non seulement au hip-hop new-yorkais, mais aussi à la ville. Ouais. C'est une ville que vous connaissez depuis longtemps, toi tu as connu ça très jeune. Farfarage, tu as connu ça à quelle époque toi, New York Moi, New York, la première fois que je suis allé, c'était en 92. Avec l'équipe d'IAM, grâce à... Non, je suis allé avec mes potos à moi, on est parti là-bas, il y avait des gars de Paris, on était une équipe de Marseille, une équipe de Paris. On s'est tous retrouvés là-bas pour passer à peu près 12 jours, quoi, au Carter Hotel, au légendaire. Au légendaire, caché à la chambre. Et voilà, c'était mortel, quoi. Tu arrives en 92 à New York, au Carter, déjà tu situes le tableau, tu as toute la faune qui est dans le lobby en bas. Et puis voilà, c'est la claque, je pense que tout le monde a pris quand tu vas pour la première fois à New York. À l'époque, il y avait encore de grosses soirées. Il y avait un lieu qui s'appelait le Home Base, où il y avait tous les soirs, il y avait une grosse soirée en fait. Donc pendant 12 jours, tous les soirs, on était à la même place. Et c'était les soirées, la première fois c'était hosted by Flex et LL Cool J. Le deuxième soir, genre, je me retrouve dans la salle, à côté de moi il y a Freddie Fox, il y a Lord of the Underground je crois qui sortait à peine leur maxi, qui n'était pas connu, c'était des petits gars tout timides et tout.
J'ai eu un concert de Gangstar, il y a Das FX, enfin... C'est ça qui est beau avec New York et encore aujourd'hui, quoi. Tu peux croiser n'importe qui dans la rue, ouais, tu vas aller c'est boire ça, un coup, tu vas te carrément. retrouver à côté de quelqu'un. Moi la première fois, genre le deuxième jour, je croise, moi j'étais un gros fan de Ultramagnetic M6, je croise Seiji à Times Square, quoi. Le mec, je peux le voir direct, photos, discussions et tout. Bon, au début, il était pas très... Il était un peu tendu, et puis quand il a su que j'étais français, direct, il a changé, quoi. Il a pris du temps vraiment pour taper la discute et tout. Ok. Et pourquoi donc 20 ans plus tard rendre hommage comme ça à la ville par un album Akash, tu avais déjà fait des morceaux, l'Americano, NYC Transit, Bad Boys de Marseille. Je pense que l'époque elle est bien pour faire ce genre d'hommage et rappeler que voilà, le hip-hop vient de New York et que c'est ni une création française, ni une création qui est venue du fin fond de l'univers comme ça. Cette ville a compté énormément. Et à la fois, New York continue à produire énormément de disques, énormément de groupes, même s'ils ne sont pas mis au devant de la scène rap US. C'est une ville qui continue à influencer. Même ce qu'on dit, les top-sellers américains comme Rick Ross ou Lil Wayne, ils invitent sur leurs morceaux des groupes de rap new-yorkais qui ne vendent pas énormément de disques. Faut te voir des mecs comme Uncle Murda faire des featuring avec des mecs qui vendent 1 million de singles ou 3 millions d'albums, ça arrive encore. Ça arrive encore maintenant, donc bon, il y a une énergie dans cette ville et je trouve que c'est nécessaire de rappeler ce qu'elle nous a amené. En tout cas, à nous, elle nous a amené beaucoup de choses et on voulait juste remettre la couleur new-yorkaise en avant dans nos disques, parce que des fois on fait des disques qui sont pas nécessairement uniquement à base de morceaux d'énergie. En France, il y a vraiment une tradition de l'écriture, donc, qui donne un autre type d'instru. Là, on a fait un album, voilà, des tripes, de ce qu'on aime. Ok. On voudrait que Ransom vienne poser dessus, on voudrait que Skyzoo vienne poser son couplet, Sean Price. Si tu parles des instrus... T'as jamais essayé d'avoir un featuring? Jamais. Tu parles des instrus, c'est toi qui t'es occupé des prods sur l'album? Non, on est 4 en fait, il y a 4 entités. Il y a Faf, il y a GRF qui sont des producteurs suisses, il y a Bouddha Chris qui est un producteur marseillais et moi. Et toi, ok. On retrouve bien sûr des sonorités old school, hein, breakbeat, même un petit peu rock'n'roll des fois. Ouais, bien sûr, dans le Clubberland. Ouais. C'est vrai. Et est-ce que c'est une volonté aussi de dire aux jeunes, écoutez ce qui se faisait à l'époque, écoutez ce qu'on peut faire toujours aujourd'hui? Ça vient de là-bas et on est obligé de s'en inspirer, quoi. Peut-être qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont oublié cet esprit américain dans l'hip-hop. Ouais, mais moi j'ai abandonné ce côté teaching. Moraliste. Ouais, je m'en fous. Ok. Je m'en occupe à mon fils, quand je vois écouter Lil Wayne, je dis qu'est-ce que tu écoutes cette merde? Je rigole. Quand j'écoute Young Money, je dis moi ça, je vais te mettre un bon couplet de Cool Giraffe, tu vas comprendre ce qui se passe. Vous parlez beaucoup de New York, mais vous essayez d'aborder d'autres thèmes aussi Obligé. dans l'album. Il y a notamment le morceau... Je charrie, hein. C'est que je fais exprès parce que lui, mais j'ai bien compris. il est plus ouvert que moi et Non, quand je sors ce genre de conneries, je sais que ça fait rigoler. Je suis d'accord pour la simple raison qu'à la base, Cash Money Records, à la base, ils faisaient du boom bap. Ils le savent, Kilo G, le premier album de Cash Money, c'est du boom bap produit par Manny Fresh. Mais tous les mecs qui étaient avant dans les premiers Même Black Eyed albums... Peas, je suis désolé, ils ont commencé avec DJ Premier. Hein. Le premier morceau, il est sur une Ouais, prod bien de sûr, Premier. bien sûr. Mais ils avaient une identité qui n'avait rien à voir avec ce qui est devenu ensuite. Je parle des Mrs. T, tous ces gars, Mr. Ivan, tout ça. Enfin après je sais pas si tu as entendu parler. Mais c'est une époque qui a duré de 92 à 95 et la plupart ils sont morts. C'est Luke Skywalker et sa boîte à rythme qui a entraîné l'état de jeunes dans son sillon. On la connaît cette boîte à rythme. C'est celle d'Original Concept en 1984. Même Ghetto Boys à la base ils sont de New York. DJ Vicious, tout ça, ils sont de Brooklyn. Enfin, il était de Brooklyn. Je savais pas que Ghetto Boys, je croyais que c'était vraiment. Les premiers Ghetto Boys, c'était Ready Red de Trenton, et puis issus après Def 4 et toute la clique de Royal Flush et tout ça. Quoi. Royal tout ça. Flush. Mais c'est des Vicious Lee a produit pour Royal Flush et tout ça. Quoi. Les magnifiques albums de Royal. C'était des mecs de la Generation en fait. Ouais. Sur Jukebox, à la base c'est des mecs de New York, sur Jukebox, c'est tous les mecs de Ghetto Boys au début, 87, 86. Même Tupac, même Ice-T. Moi j'avais juste une petite question sur le morceau T'es où? Dedans tu dis que t'en as rien à foutre des classicos au MPSG.
je m'en fous. Dans le fond, honnêtement, maintenant je suis venu à un détachement, je pense qu'il y a beaucoup plus important. Après on gagne, je suis très content, mais en fait j'ai plus ce que j'avais quand j'étais gamin, d'être contrarié pendant 2 jours, quand on perdait, je veux dire si on perd, j'étais à la télé, tu vois, je suis concentré, j'ai mes gamins, j'ai ma musique, voilà, ça passe au deuxième plan. Il faut qu'on arrête, je suis désolé. Stop. Dommage. Ouais. À chaque fois que je prends le mic, je pense à CIA et Coney Allen. C'est Black Panther, tous ces pillés par le FBI, t'sais. Je déambulais avec BTP dans le player, yes. On prend ta mère, on la rend meilleure comme KRS. On sample, on chope, on coupe à la hache. On rembobine à la base, comme Gora qui m'a débarqué dans la place.